Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je veux vous présenter ce livre que j'ai eu la chance d'avoir entre les mains, hein, qui m'a été prêté par une amie. Donc ce livre, c'est Donjons et Dragons, le jeu de rôle et de stratégie de la nouvelle génération, par Mathilde Maraninci. La particularité de ce livre, c'est qu'il a été édité en 1982. Voilà. Ici, on le voit sur la première page, ici en bas. C'est en 1982, voilà. Donc, il s'agit probablement de la première version française de Donjons et Dragons, euh, voilà, qui existe. Alors, c'est une version qui est basée apparemment sur Advanced Donjons et Dragons, la première édition, hein, qui est citée à la fin du livre. Euh, donc il cite le Player's Handbook, le Dungeon Master's Guide et le Monster Manual et Deities and Demigods. Voilà. Donc ils sont cités à la fin. Alors ce n'est pas une traduction, c'est vraiment une réécriture de Donjons et Dragons, apparemment fait à partir de la pratique du jeu aussi. C'est fait quelque chose, c'est quelque chose qui est fait avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion. C'est fait par quelqu'un qui a envie qui est tombée amoureuse du jeu, ça se sent clairement, et qui veut le partager, qui veut que ça existe en français. Donc c'est aux éditions Solar. C'est illustré par Joël Bordier. Et c'est ça, Joël Bordier. Voilà, et donc ce sont des illustrations originales. Alors, comment ça s'organise ce livre? Voyons un petit peu l'intérieur. Alors au début, il y a un long passage qui va présenter le jeu, qui va présenter qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle. Donc voilà, on va avoir ici un, un nouveau type de jeu de société, le jeu de rôle. Donc ça montre un petit peu la nouveauté. Alors comment ça définit le jeu de rôle? Ça définit le jeu de rôle en disant que c'est un jeu où les joueurs reprennent le rôle d'un personnage, vont essayer d'imaginer de la façon la plus réaliste possible l'attitude que ce personnage pourrait avoir dans différentes situations. Et donc ils doivent ensemble réagir avec logique et débrouillardise à des situations imprévisibles, combattre des créatures mal intentionnées, monstres, humains soutenus par la magie, et leur quête est récompensée par des richesses et objets magiques amassés dans le donjon et qu'ils emportent s'ils parviennent à en sortir. Donc voilà un petit peu le programme de ce jeu. Alors ce qui est assez amusant aussi, c'est que par exemple là, il y a des considérations tout au long du livre. Par exemple là, on dit réagir très rapidement à une situation donnée, imprévue, inhabituelle avec les moyens du bord, et pour tout simplement sauver sa peau, comme dans une partie de Donjons Dragons, c'est peut-être ce qui nous attend dans les décennies à venir. Donc voilà. Donc le jeu propose, voilà, il dit que ce jeu ne naît pas au hasard, il est le signe d'un inconscient, d'une philosophie, d'une préoccupation de son époque. Et donc voilà, il annonce que peut-être que ce jeu va nous apprendre à survivre, peut-être. Alors, ce qui est intéressant cette préface du livre, c'est que on présente deux approches, deux façons de jouer. Il y a une première façon qui est présentée, qui est un peu dans la continuité du wargame, hein, qui rappelle que le jeu de rôle vient de là. Donc il dit que l'autrice explique que ça peut être joué donc par des puristes, hein, qui prennent en compte tous les paramètres, le poids porté par chaque aventurier, la mobilité dans le combat, le moral, etc. Et donc ça, c'est ce qu'elle appelle les joueurs qui sont formés à l'école rigoureuse des wargames. Et donc, sinon, il y a les joueurs communs qui savent faire la part des choses et trouver l'équilibre entre le réalisme et le sens du détail. Donc il y a déjà deux familles de joueurs qui se dessinent. Déjà dès 1982. Donc sinon, ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le matériel nécessaire pour jouer. Il est listé, on nous explique les dés. Alors le problème, c'est que le texte présente des façons de simuler les dés 8 par exemple, qui sont complètement curieuses au niveau statistique. Hein, par exemple, pour faire un dé 8, il faut d'abord jeter un dé 6, puis après on jette un autre dé 6,
Si on fait 1, 2, ça fait 0, 3, 4, ça fait 1, et 5, 6, ça fait 2, et on ajoute au premier dé. Donc, c'est ce qui ne fonctionne pas vraiment pour reproduire la statistique d'un D8. Mais en tout cas, la solution est proposée. Donc, on nous parle donc des paravents, du paravent, des feuilles de personnage, du donjon prêt à jouer, des joueurs, il faut des tables, des chaises, et on a la recette du sandwich mexicain. C'est vrai que c'est important de l'avoir sous la main. Ensuite, là, c'est plutôt pas mal fait. On a ici comment se déroule le début du jeu, avec un exemple. Donc on a tout un exemple avec le dialogue. Et il est question du caller, qui ici est retraduit en porte-parole, c'est-à-dire celui qui va recueillir les actions des uns et des autres et qui va interagir avec le maître du donjon pour expliquer ce que font les personnages. Par exemple, là, dans l'exemple qui est proposé, le maître de donjon demande « Indiquez-moi votre ordre de marche ». Et donc là, le porte-parole consulte les autres joueurs et explique, voilà, nous franchissons le pont-levis, entrons à l'intérieur de la bâtisse, voici notre ordre de marche, le guerrier humain et le gnome voleur sont en avant, côte à côte, suivi du clerc, du magicien, de l'elfe guerrier, nos armes sont à la main. Voilà, il joue... Et donc là, on a la suite de l'exemple. Ensuite, on va trouver les principes généraux et les vocabulaires de base du jeu de rôle. Donc là, on a des choses assez diverses. Ça parle d'alignement, de niveau, d'imagination, de capacité, de la vie et mort du personnage. Donc c'est assez général. Ensuite, ici, on a le but du jeu. Alors, quel est le but du jeu à ce moment-là de l'histoire du jeu de rôle ici? Là, pour le joueur aventurier, le but, c'est de faire récupérer par son personnage des richesses, des articles magiques qui vont lui permettre de mieux s'équiper, de s'armer dans les aventures suivantes. Donc d'accroître le niveau d'expérience de son personnage et de sortir de vivant du donjon. Donc c'est vraiment un jeu de progression, de puissance et de survie. Pour le maître du donjon, ça va être de créer un donjon bien équilibré et très attirant pour que les joueurs aient envie d'y jouer. Voilà, donc en aucun cas le but n'est de tuer systématiquement les personnages qui entrent dans son donjon, ni de les favoriser. Donc là, on explique aussi qu'il a la possibilité de jouer en campagne, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait jouer une première partie et suspendre et continuer la partie après, la poursuivre. Il y a une description ensuite succincte des différentes professions des personnages, différents types de personnages, pardon. Alors là, on trouve un mélange, c'est-à-dire on trouve des professions, donc il y a le guerrier, le magicien, le clerc et le voleur. Je vous montre un peu les illustrations, vous voyez, ici, le voleur. Donc avec une description très, très rapide. Et puis ensuite, on a les races, donc avec humains, elfes, nains et gnomes, qui ont leur capacité avec des conditions pour pouvoir l'être. Ensuite, on va parler de l'alignement des personnages, ici. Alignement des personnages, donc ils peuvent être bons, mauvais, neutres, ou alors, au niveau de la morale, droit ou vil, ce qui va devenir après... donc loyal ou chaotique. Quoi. Ensuite, les points de vie, on donne les points de vie, le tableau des points de vie de l'ensemble des petits personnages. À savoir que là, comme on peut tout à fait être guerrier et elfe. L'elfe n'est pas une classe à part, par exemple. Argent, équipement. Donc là, on a plusieurs chapitres consacrés à l'équipement qui est illustré à chaque fois. Vous voyez, on a les armures avec les classes d'armure correspondantes, donc classe d'armure descendante. Les armes, vous voyez ici, donc pareil, elles sont illustrées avec chaque fois les dommages qui ne sont pas indiqués avec un dé, qui sont indiqués par une fourchette. Donc par exemple, le feu d'armes fait de 1 à 4 points de coup. Et le poids est indiqué en pièces d'or d'ailleurs. Les articles divers, voilà, qu'on peut trouver ici. Ensuite, on a les sorts. Alors, la magie n'est pas très bien expliquée. On sait que certaines classes ont accès à des sorts. Donc, il y a des sorts de niveau 1. Alors, il faut savoir que le jeu propose de jouer jusqu'au niveau 4. Donc là, il y a 14 sorts de niveau 1 pour le magicien, il y en a 12 de niveau 2. Et pour le clerc, donc, le jeu propose 12
12 sorts de niveau 1 et 8 sorts de niveau 2. On va retrouver les sorts classiques, comme lumière, sommeil, protection contre le mal, projectile magique. Enfin bref, voilà, on va retrouver tous ces sorts-là. Par contre, la façon, il n'y a pas d'explication sur le nombre de fois où le joueur peut l'utiliser. Ou c'est pas très détaillé, c'est pas très bien expliqué ça dans le jeu. Ensuite, donc je passe. Ensuite, on explique le système d'expérience, le système des niveaux d'expérience. Donc là, c'est très simple. Chaque pièce d'or vaut 1 point d'expérience et les monstres rapportent des points d'expérience. Et après, on partage, on cumule tout ça et tout est divisé. On divise tout ça entre les personnages. Il y a des bonus qui sont accordés aux personnages s'ils ont des caractéristiques supérieures dans leur classe de personnage. Par exemple, si le guerrier a un haut score de force, il va avoir plus de points d'expérience. Et inversement, s'il a un score de force trop bas, on va lui enlever des points d'expérience à la fin de la partie. Donc ça, ce sont les niveaux d'expérience. Ensuite, on a des explications ici sur comment, que ce que vont apporter les différentes caractéristiques, avec une explication assez curieuse ici au niveau de la force. C'est-à-dire que le tableau indique bien bonus de 3 points sur les points de coup et enfoncement des portes. Mais dans l'exemple à côté, on nous explique que ces points viennent se déduire des dommages infligés par les monstres. Et après, le jeu dit l'inverse un peu plus loin, quoi. Pareil, l'histoire de l'enfoncement des portes n'est pas du tout expliquée. Ensuite, on a donc la sagesse, la constitution, dextérité, charisme, etc. Tout ça, c'est expliqué. Et ensuite, on a de nouveau un chapitre qui va expliquer comment créer son personnage en détail, avec un exemple. Il y a pas mal d'exemples. Ça se veut assez didactique quand même comme jeu. Donc là, on explique un petit peu comment créer le personnage. Ça, rien de nouveau sous le soleil. La feuille de personnage, qui a un format un peu curieux. Avec ici, vous pouvez remarquer ici en bas, là, le petit coin pour noter son alignement et plier le coin pour que les autres joueurs ne savent pas quel est votre alignement. Voilà, donc la feuille de personnage. Il y a ici un petit tableau qui récapitule les rôles des différentes des différentes classes et des différentes races, ce qu'ils apportent au jeu. Un petit tableau pour que le maître du donjon puisse garder trace des capacités des personnages. Et puis, ça se termine par un résumé de création de personnages, voilà, avec tous les points qui sont rappelés. Ensuite, on arrive au moment des combats. Donc là, on a les deux tableaux. Un tableau pour les PJ, pour les joueurs, un tableau pour les monstres, qui selon leur niveau du monstre en point de vie, on a le score qu'ils doivent faire pour toucher, avec un exemple. Ensuite, il y a un chapitre assez court sur le temps, la distance, le poids, qui dit en gros, c'est le maître du donjon qui décide. Voilà, et c'est lui qui estime à peu près combien de temps passe, quelle distance vous pouvez parcourir, et si c'est raisonnable de porter telle ou telle chose. Voilà, ça. Alors ensuite, on va avoir un premier. Alors ça, c'est assez intéressant. On a plusieurs fois dans le livre, il y en a 3, il me semble. Oui, il y en a 3. Donc ici, le château de Glamour. Donc c'est un donjon à compléter, c'est-à-dire qu'il y a le plan, mais il n'y a pas la légende du plan. Donc ça s'appelle apparemment, on m'a appris ça, que ça s'appelle un donjon à meubler. Donc c'est-à-dire que donc il y en a également à la fin du jeu. Ici, il y en a un autre ici qui s'appelle la falaise d'York. Je vous montre. Voilà, on a un plan. Et un autre qui s'appelle le baobab hanté. Donc c'est vraiment un plan très succinct ici. Voilà. Donc c'est des donjons qui sont à compléter. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve ici? Donc les combats. Donc des conseils au maître du donjon qui doit être garant de l'équilibre, de l'impartialité, et il doit considérer les joueurs avec une certaine dignité. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce que ça veut dire avec dignité?
Ça veut dire tout simplement qu'il ne doit pas avoir des chouchous, il ne doit pas ricaner sadiquement à chaque fois qu'un personnage se fait haussir par une de ces créatures. Euh, il ne doit pas frémir trop d'impatience à chaque fois qu'un aventurier ouvre une porte et que derrière il sait qu'il y a un danger. Donc voilà. Alors, comment construire un donjon? Quels conseils on donne? Le livre propose de commencer par définir l'histoire. Donc là, il y a plusieurs propositions, une sorte de texte à trous, hein. Dans l'auberge D, du bourg 2, vous avez entendu parler. Le patron de l'auberge qui vous a pris en amitié vous a révélé que un personnage bizarre vous a proposé un plan sur lequel, hein, ou alors on raconte que le propriétaire du lieu est parti, est mort, avant d'avoir pu emporter ou détruire des objets magiques très rares, etc. Donc voilà, on propose une sorte de petit squelette pour construire une raison d'aller dans le donjon. On propose ensuite de tracer le plan du donjon et d'y placer donc, des monstres, des pièges. Alors là, il y a toute une... je vous montre les conseils, hein, pour créer le donjon. Hop, d'abord ici, comment construire un donjon, et monstres et trésors et pièges. Ensuite, on a des propositions de monstres. Alors ça va de l'abeille tueuse géante aux zombies, hein, bien sûr. Et donc il y a ici, vous voyez, avec des petites illustrations. Alors justement, on trouve deux monstres un petit peu curieux dans ce bestiaire. On trouve ici le cube gélatineux de couleur, hein, et qui a la brillante apparence d'un Rubik's Cube reconstitué. Voilà. Et puis on a le dragon vert à pois rouge junior. Voilà, donc on va trouver donc des gobelins, des korrigans, des hommes lézards, des kobolds, euh, des orques. Voilà, on trouve un petit peu le bestiaire habituel. Ensuite, on a le choix des trésors. Donc, on nous parle des trésors non magiques, des trésors magiques avec des propositions qui sont faites, hein, des armes plus 1, des armures aussi avec des bonus, des idées de potions. Alors, elles sont vraiment présentées de façon très succincte, c'est-à-dire il n'y a pas on définit pas trop ce qu'elles font concrètement. On nous dit juste une potion pour rapetisser, pour faire léviter. Voilà, il n'y a pas c'est pas défini plus que ça. Hein, pareil, on a des anneaux. Ici, des anneaux pour maîtriser les animaux, des baguettes. Et on a un objet magique, le Solarius, qui est un livre qui fait sans doute référence à l'éditeur. Hein, c'est les éditions Solar. Et ce qui est amusant, c'est que, voilà, je vous lis la description de l'objet parce qu'il y a clairement un petit clin d'œil. Hein, c'est un objet magique dont il faut se méfier si on ne le connaît pas bien. Il peut se révéler très utile. Il se présente sous la forme d'un livre attrayant. Dès que le néophyte l'ouvre, il se trouve sous le charme pendant plusieurs tours, c'est-à-dire hypnotisé. La victime peut avancer si elle est conduite, mais elle ne peut se défendre. La durée du charme dépend du degré d'intelligence. Plus il est intelligent, et plus il sera sous le charme. Voilà, donc je pense que ça doit être une façon un petit peu de dire que voilà, c'est les gens intelligents qui jouent au jeu de rôle, je suppose, qui tombent sous le charme en tout cas de ce type de livre. Voilà, donc il y a d'autres idées d'objets magiques. Ensuite, on a des pièges, hein, les pièges qui sont proposés, alors de façon très succincte aussi. Hein, choix des pièges, on a une serrure avec aiguille empoisonnée. Tout ça. Pareil, on n'explique pas vraiment comment gérer ça. Alors ensuite, oui, il y a un autre donjon à compléter, hein, ici les grottes de l'horreur. Donc ça c'est un donjon juste avec le plan. Et puis après, on a une aventure. On a une première, il y en a deux en fait dans le livre. La première, c'est le château du lac de Maldoror. Donc selon la façon dont les PJ vont se rendre au château, ils peuvent faire deux rencontres différentes. Et puis après, on trouve l'exploration, hein, hop, du donjon à proprement parler, avec la description. Alors, il y a des énigmes, il y a des monstres à combattre. Hein, ça repose beaucoup là-dessus. Il y a une sorte de logique à comprendre dans ce... Alors, c'est très simple, hein, dans ce scénario. Il y a une façon, donc il faut explorer l'endroit pour comprendre comment un petit peu les choses s'articulent. Mais ça reste très 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 simple, ça reste de l'exploration avec des portes, des monstres et des trésors. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? Donc là, ici, il y a un tableau récapitulatif, hein, des monstres et trésors
du scénario. Ensuite, on trouve le deuxième. Alors non, avant de trouver le deuxième, il y a un exemple de fonctionnement du donjon, du château de Maldoror, avec encore un exemple de partie. Comment faire. Et puis ensuite, on a un deuxième donjon, la pyramide maudite de Pi, qui est illustrée. Ouais, les illustrations sont plutôt sympas. Voilà. Et donc là, pareil, avec de nouveau des énigmes, avec de l'exploration. C'est assez simple. Alors si, je vous donne quand même une énigme, je vous laisse le soin de la trouver. Donc, par exemple, 5 voyelles, une consonne, en français compose mon nom, et je porte sur ma personne de quoi l'écrire sans crayon. Voilà, je vous laisse chercher la réponse à cette énigme. Voilà. Et ensuite, le livre, donc après ce scénario, se clôture par des renseignements utiles. Une page de renseignements utiles, voilà, ici. Avec, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que on trouve donc les références des livres de Donjons et Dragons, en anglais, le Player's Handbook, le Dungeon Master's Guide, Monster Manual et Deities and Demigods. Et puis on a une liste des boutiques de l'époque. Donc là, il y a les boutiques du Club des Cartes sur toute la France. Il y a Je t'aime à Paris, il y a l'œuf Cube aussi à Paris, la librairie Saint-Germain, boulevard Saint-Germain à Paris. Le Games Forum des Halles, niveau 2, 1 à 7 à Paris aussi, les Jeux Actuels à Évreux. Et alors, où jouer? Il y a l'adresse donc, du club de jeux de la rue d'Ulm. Et puis, il y a aussi un autre club, le Benedict Game Club, à Paris. Et en province, l'autrice propose de la contacter pour publier prochainement, lors de la réédition du livre, les contacts. Donc on parle de la Fédération française des jeux de simulation stratégique et tactique aussi, avec l'adresse. Et puis on parle de 2 revues spécialisées, donc Casus Belli, qui est à ce moment-là disponible sur abonnement, et Jeux et Stratégie en kiosque et librairie. Voilà, donc elles sont citées ici en bas. Donc voilà ce qui termine. Alors on trouve à la fin donc la table des matières qui reprend tout ça, et puis quelques donjons. Et puis ensuite on a aussi à découper le plan cartonné du donjon, le premier donjon qui est fourni dans le livre, avec les pièces. Les pièces sont là, cartonnées à découper pour être utilisées. Il y a plusieurs planches comme ça à découper. Et le livre se termine ainsi. Voilà. C'était une petite présentation assez rapide de ce jeu. Voilà, donc oui, bonjour, Capitaine Cancer. Oui, donc voilà, c'est ce petit livre. Voilà, j'en ai fait une présentation. Et voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt, peut-être pour d'autres parties ou d'autres présentations. Alors oui, que je le redis, parce que c'est un livre qui ne m'appartient pas, malheureusement, qui m'a été prêté par une amie qui l'a trouvé et qui me l'a prêté pour que je puisse le lire et éventuellement le présenter. Voilà.